Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé dans le cadre de la saison thématique Répondre aux enjeux du logement dans les petites villes de demain, organisé par l'ANCT dans le cadre du club PVD. Je suis Emmanuelle Lebris, directrice adjointe du programme Petites Villes de demain et donc j'ai le plaisir d'animer cette séquence. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions-réponses en bas au milieu de votre écran. Ce webinaire décryptage de l'offre de service est consacré à ce nouveau dispositif MaPrime Adapt. Il sera disponible à compter du 1er janvier 2024 et a pour objectif d'adapter 680 000 logements en 10 ans, adapter ces logements au vieillissement et au handicap afin de permettre à chacun de vivre chez soi confortablement et longtemps. Au total, 1,5 milliard d'euros seront investis d'ici 2027. Comme à l'accoutumée, nous mettrons à l'honneur une petite ville de demain lors de ce webinaire. Il s'agit aujourd'hui de la commune de la Côte-Saint-André, représentée par Monsieur le maire, Joël Gulon, et Madame Brunon, directrice du centre communal d'action sociale. Monsieur le maire, Madame Gunon, vous avez participé à la fabrique prospective à l'ANCT, de l'ANCT, pardon, intitulée Dans un monde en transition aide senior dans une petite ville de demain. Et ce sera l'occasion de revenir sur la plus-value de cette fabrique et la façon dont vous avez travailler les enseignements dans le cadre de la démarche Petite Ville de demain, puisque l'objectif de cette fabrique était de se projeter à horizon 2040 et d'identifier les besoins des futures personnes âgées en considérant les transitions qui s'annoncent. Dans un second temps, nous entendrons également Florent Aubert, chargé de mission MaPrimeAdapt à la DGALN, accompagné de Marie Moss, chargée de mission Parcours MaPrimeAdapt à l'ANA, qui vous présenteront cette aide disponible, donc je vous le disais, à compter du 1er janvier 2024. Sans plus attendre, je vous laisse la parole, Monsieur le maire, pour présenter votre participation à la fabrique prospective et la façon dont vous avez pu tirer des enseignements et les intégrer dans votre démarche Petite Ville de demain. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous me voyez bien. J'ai enlevé mon fond d'écran. On me voit impeccable, merci. En tout cas, voilà, merci de votre invitation. J'ai le challenge en 10 minutes de vous expliquer un petit peu notre parcours dans la fabrique prospective. Je vous présenterai tout d'abord la commune pour comprendre la démarche et puis ensuite je reviendrai sur la fabrique prospective. On va tout de suite partir sur la présentation de la commune. Donc nous sommes la Côte-Saint-André. La Côte-Saint-André, c'est un tout petit peu plus de 5000 habitants. Nous sommes dans le département de l'Isère, entre Grenoble, Lyon et Valence. On est au triangle de ces communes, en plein centre, et c'est ce qui fait que nous sommes à la fois loin de ces villes principales et avec une certaine autonomie. Si on regarde maintenant un petit peu quelques chiffres pour comprendre la commune, nous sommes un peu moins de 5000 habitants en 2023. Nous avons un nombre d'habitants qui stagne depuis plusieurs années, puisque en 20 ans, nous avons fait une progression moyenne de 0,1% par an, ce qui est faible, mais nous avons une hausse continue des 45 ans et plus depuis 2008. Nous sommes actuellement à 31% et quelques de plus de 60 ans, dont 13% de plus de 75 ans. Et si on regarde entre 2005 entre 2013 et 2018, là où nous avons progressé de 0,5% en population, nous avons progressé de 2,3% en plus de 65 ans. Donc nous avons une forte proportion de seniors. Nous sommes une commune centre-bourg, mais qui se paupérise comme de nombreuses communes, hélas, puisque nous avons 58% des ménages qui ne sont pas imposables. Autre particularité de la Côte-Saint-André, c'est qu'en parallèle, nous accueillons tous les jours plus de 3600 élèves. Et si on compte les centres de formation pour adultes, on approche les 4000 personnes. Donc, ça veut dire à peu près 75 bus par jour à la Côte-Saint-André, ce qui nous permet aussi d'avoir une centralité importante sur notre bassin de vie avec des commerces, avec bien entendu le pôle éducatif, et puis des services à la personne, des services à la santé. Nous avons la chance d'avoir créé un groupe de médecine générale où nous avons 13 médecins qui sont présents. Donc, c'est une ville étudiante qui se développe avec une dynamique intergénérationnelle. Nous avons un centre socio-culturel, nous avons un réseau associatif important, nous approchons la centaine d'associations sur la Côte-Saint-André. Et puis, atouts et inconvénients à un certain moment, nous sommes une ville, site patrimonial remarquable, les SPR, depuis 2013, ce qui est non sans mal pour notre centre-ville. Voilà en quelques chiffres la Côte-Saint-André. Alors, quelle était notre problématique majeure depuis que je suis maire en 2014? J'étais élu à l'urbanisme depuis 1993.
Mais on a un très gros problème, c'est qu'on a fait une rénovation des façades, mais à l'intérieur, notre parc logement se dégrade. Vous voyez qu'on a presque 16% de logements vacants, ça représente 368 logements à peu près, 75 logements indignes. Et puis, si on regarde, on est un centre-bourg médiéval et on a plus de 40% de logements qui ont été construits avant 1970. Donc, ça veut dire que ce tissu urbain médiéval, il n'est pas adapté au fonctionnement de tous les jours, que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour les personnes à mobilité réduite ou pour les personnes en situation de famille monoparentale avec du stationnement restreint comme tout le monde en centre-ville. Ce qui fait qu'on avait un taux de vacances commerciales de 17%. Il est en train de diminuer puisque nous avons embauché un manager de commerce. Mais en tout cas, notre vraie difficulté, c'est qu'on a une inadéquation entre l'offre de logement, notre population qui vieillit, l'augmentation du nombre de logements pour les familles monoparentales, avec des logements qui ne sont pas adaptés. Donc, ça complique les choses. Et puis, sur la Côte-Saint-André, nous n'avons aucun transport en commun, aucune liaison gare routière, et ce qui fait qu'on a une grosse mobilité qui est difficile autant en centre-bourg qu'à l'extérieur, c'est-à-dire que nous n'avons pas, je l'ai dit, de transport en commun, mais c'est surtout que derrière, notre ville étant construite en flanc de coteau, on a des rues médiévales étroites, on a des trottoirs qui ne sont pas adaptés, nous avons une topographie, nous avons une omniprésence de la voiture parce qu'il y a eu un gros aménagement dans les années 80. Donc tout ça fait que le logement n'est pas attractif en centre-ville. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à plusieurs reprises? Moi, depuis que je suis maire, depuis 2014, nous avons eu presque une dizaine d'effondrements, de périls. Et donc, il fallait qu'on puisse avancer et on s'est dit qu'on lançait une opération programmée d'amélioration de l'habitat. On l'a initiée en 2022. Notre objectif, c'est de favoriser la réhabilitation de l'habitat dans sa globalité, à la fois en faisant de la contrainte en termes de sanctions. Là, on a un expert qui est passé sur un quartier mettre des périls, et puis à la fois inciter les particuliers ou les bailleurs propriétaires de pouvoir rénover leurs biens avec deux choses, des aides importantes qu'on cumule, et puis surtout un conseil gratuit, c'est-à-dire qu'on accompagne la personne qui le souhaite pour analyser son bien, voir comment on peut le réhabiliter, faire les devis, monter les dossiers et l'accompagner. Donc ça, pour nous, c'est important parce que la lutte contre l'habitat indigne est quelque chose d'essentiel. Nous avons des visites régulières et puis je vous l'ai dit, là, vendredi dernier, un expert qui est venu sur 4 maisons qui ne sont pas en bon état. Notre objectif, c'est d'accompagner 20 propriétaires occupants d'ici les 3 prochaines années pour les adapter leur logement, soit au niveau énergétique, soit pour l'adaptabilité des seniors. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît essentiel. Et je vous propose sur la diapo suivante de prendre un exemple. Quand moi, je suis arrivé en 2014 comme maire, vous voyez sur la photo en haut à gauche, avant, eh bien, il y a une maison qui s'est effondrée parce que le tribunal avait jugé qu'il fallait la conforter. Elle s'est effondrée et elle a entraîné avec elle 3 autres biens qui sont devenus inhabitables. Donc, nous avons avec l'établissement public foncier local, le PFL et PORA, nous avons racheté l'ensemble du bâtiment, nous avons reconstruit et vous voyez à droite, après, la nouvelle habitation qui vient d'être livrée récemment. Petite parenthèse par rapport à ça, si la collectivité n'avait pas mis 300 000 € d'apport de fonds sur le reste à charge, eh bien, nous n'aurions pas eu 11 logements avec des garages et avec un ascenseur. Donc, ça veut dire que ces opérations-là sont très coûteuses quand on est en train de faire du curatif. Il faut à tout prix partir sur les préventifs. Nous avons mis une image en dessous qui est là, c'est le côté monument historique Halle, en haut à droite sur la près, et en dessous, c'est du côté cour intérieur. On a essayé d'avoir, même si on est en centre-ville, des habitats adaptés à ce niveau-là. Donc, c'est un partenariat tous les jours avec l'architecte Bâtiments de France qui est passé. Et puis, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de seniors qui étaient en centre-ville et quand on construisait des logements à l'extérieur, eh bien, ces seniors, à juste titre, quittaient le centre-ville pour aller sur des logements plus adaptés. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on avait une proportion de seniors de plus en plus importante, on s'est lancé dans la démarche de fabrique prospective qu'on a eu le plaisir d'être retenu parmi 8 autres collectivités. Ça nous a permis d'avoir des séminaires localement,
Et ça veut dire qu'en fait, on a mobilisé, sensibilisé tout un tas d'acteurs sur notre territoire, ceux qui interviennent pour les seniors, ceux qui sont au contact des seniors, les seniors eux-mêmes, et puis, j'allais dire de manière humoristique, les futurs seniors. Et puis ensuite, on a participé en parallèle à 4 séminaires nationaux dans lesquels on échangeait nos expériences. Et c'était très intéressant parce que ça nous a permis de voir comment on allait adapter notre commune par rapport aux enjeux de vieillissement et au fait que nos centres-villes ne soient pas adaptés. Donc, on se projetait à long terme. C'est un jeu de rôle qu'on a fait et on s'est projeté à long terme pour voir qu'est-ce qu'on ferait en 2040 dans nos communes. Et ça, c'était quelque chose qui était important. On a fait beaucoup de concertations, je vous l'ai dit, à différents horizons pour les partenaires, nos institutionnels, la santé, l'éducation nationale, les commerçants, bien entendu, les associations, des jeunes qui se sont projetés à ce niveau-là. Et ce qu'on peut retenir, nous, c'était 4 axes: le changement climatique, la transition démographique et économique, la transition numérique et l'évolution des modes de vie. Et puisqu'on est en train de parler de ma prime adapte, on s'est aperçu en fait que, si vous voulez, il y avait un vrai circuit qui nous paraissait essentiel à porter, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper bien entendu du logement en intrinsèque, c'est-à-dire que la personne puisse rester dans son logement le plus longtemps possible. Nous faisons tous les ans, lors d'un marché hebdomadaire, nous faisons une permanence pour inciter les gens à adapter leur logement. Et on a à chaque fois un grand succès. Mais ce n'est pas tout. Une fois qu'on a fait le logement, il faut aussi s'occuper de l'abord immédiat, c'est-à-dire des communs. Très souvent, ce sont des copropriétés qui ne sont pas forcément entretenues. Il faut prendre en considération aussi le stationnement, puisque la personne qui est en centre-ville a aussi besoin de stationner sa voiture. Donc, il y a le logement, il y a les abords immédiats, et puis un gros travail qu'on va faire, nous, qui a été mis en valeur par la Fabrique Prospective, c'est qu'il faut aussi que l'espace public qui est autour soit adapté, puisque la personne doit retrouver ce qu'elle n'a pas dans son logement, c'est-à-dire des espaces de fraîcheur, des espaces de rencontre, des espaces de dialogue. Et donc, il faut qu'on travaille absolument sur cet espace public. Et puis, de manière également importante, comment la personne se déplace dans la ville, parce qu'on a une ville relativement étendue. On a une rue principale où on a 120 commerces qui fait 1,2 km. Et puis, nous avons 2700 hectares. Donc, comment on se déplace dans la ville? Comment on se déplace également vers les autres villes pour se soigner, etc. Et donc, le programme d'action qu'on a lancé, c'est comment on végétalise notre commune, comment on identifie les zones et les cheminements prioritaires, comment on met en place du mobilier urbain pour nos seniors à ce niveau-là, comment on peut avoir des espaces de rencontre autour de jardinières partagées, de développer les modes doux, dont les lignes de covoiturage aussi. Alors, sur les modes doux, 2 exemples. On a, à côté de notre centre-ville, on a 1 kilomètre, un centre, un espace commercial qui est le sol est un peu isolé, et nous avons décidé de réaliser en 2024 un cheminement sur des modes doux pour que les personnes puissent y aller à pied, parce qu'on s'aperçoit que quand elles ont peu de moyens, elles vont à un magasin de bricolage ou à une grande distribution à pied très souvent. Donc, il faut qu'on les sécurise. Donc, les modes doux, on est en train de les mettre en place. On a relié le centre-bourg à la plaine en rendant totalement aux piétons et aux vélos un chemin rural qui était partagé un peu par tout le monde. Donc, il est réservé au monde agricole et au mode doux. Donc, on a mis toutes ces parties-là en place sur les mobilités. Sur la consommation durable et l'échange de services intergénérationnels, on avait un système d'échange local qui permet à la personne, sans pour autant sortir de l'argent en sonnant et trébuchant, eh bien de pouvoir partager à la fois son expérience, ses connaissances avec d'autres personnes. Et puis, on a en milieu rural quelque chose d'important qui est l'isolement social. Et donc, il est important pour nous en permanence de véhiculer l'information et de rappeler à chacun l'accès aux droits auxquels il peut prétendre pour qu'on puisse avancer. En tout ça, en tout cas, nous, c'est favoriser la vie locale, c'est favoriser les liens intergénérationnels, ouvrir les associations. Et puis, dernier volet qui est important, c'est que nous avons la chance d'avoir à côté du centre-ville un espace d'une ancienne pépinière de 9 hectares. Notre objectif, c'est d'inclure les seniors dans ce projet-là, en créant de l'habitat inclusif, en créant des logements sociaux adaptés, et puis en prenant en considération ce que ça devient maintenant obligatoire, les enjeux climatiques, dans la conception de ces logements.
Voilà, en quelques mots, j'ai essayé d'être court, je vais pouvoir répondre à vos questions si vous le souhaitez, mais comment on est parti d'un constat d'effondrement de bâtiments, un constat de paupérisation de la population et de vieillissement de la population, et une fois qu'on a fait ce constat, en faire un atout en termes d'accompagnement des seniors et un atout en termes de redynamiser notre commune, et c'est pour ça on est heureux tous les jours d'être dans la fabrique prospective et on a lancé la démarche Ville Amie des aînés et en parallèle d'être petite ville de demain pour être mieux reconnue par différents services, dont les services de l'État. Voilà, Merci j'essaie beaucoup, de Monsieur tenir, je ne sais Moreau. pas combien de temps j'ai tenu, mais j'essaie de faire au mieux. C'était parfait. On ne pouvait pas attendre mieux d'une intervention, de votre intervention. Merci beaucoup pour cette approche intégrée et puis pour ces mots chaleureux vis-à-vis du programme Petite Ville de demain. Désolée pour ces soucis de connexion de mon côté, mais on va reprendre le fil tranquillement. Je vous propose maintenant, maintenant que le contexte a été posé, d'entendre nos partenaires en la personne de Florent Aubert et de Marie Moss. Florent Aubert, vous êtes chargé de mission MaPrimeAdapt à la sous-direction des politiques de l'habitat, donc au ministère de la Transition écologique. Et donc Marie Moss, vous êtes chargée de mission Parcours MaPrimeAdapt à l'ANA. Je vous laisse tous les deux nous en dire plus sur ce dispositif qui sera disponible dans les toutes prochaines semaines. Dites-nous tout sur la façon dont on peut mobiliser ces aides. Bonjour à tous. Je vais donc rapidement vous présenter l'aide MaPrimeAdapt et le contexte de la création de l'aide. Et Marie Moss de l'Agence nationale de l'habitat vous présentera plus particulièrement les modalités de l'aide et son fonctionnement. Euh, Vous pouvez passer, merci. Donc, ce qui a poussé à la création de l'aide, c'est bien sûr un certain nombre de constats euh, qui ont été repris donc par le gouvernement actuel. Le vieillissement de la population qui est déjà enclenché. On sait que plus de 35% des Français auront plus de 60 ans en 2050 et en plus ça cache des disparités assez importantes selon les régions. Comme l'a dit le maire de la Côte-Saint-André, c'est plus important notamment dans certaines campagnes, certains coins plutôt ruraux. On sait par ailleurs que le parc de logement qui est adapté actuellement pour les personnes en perte d'autonomie ou handicapées est de seulement 6%. Euh, donc c'est très peu quand on le compare directement au nombre de personnes qui seront concernées par la nécessité de ces adaptations. Et enfin, on sait qu'il y a un certain nombre de chutes chaque année. Alors là, on vous a seulement mis les chutes mortelles pour les seniors. Il y a également plus de 130 000 chutes non mortelles. Donc ce sont des chiffres extrêmement importants qui peuvent évidemment que croître avec les années et la hausse du nombre de personnes âgées. Et c'est pour sur la base de ces différents constats, qu'en fait, l'idée de fusionner un certain nombre d'aides existantes, que vous voyez apparaître là sur la diapo, est née afin de créer un guichet unique finalement pour simplifier le paysage des aides à l'adaptation et permettre un recours plus important. Les aides qui sont existantes, c'est donc l'aide ANA, l'aide pardon, Habitat Facile de l'ANA, de l'Agence nationale de l'habitat, l'aide Habitat et cadre de vie de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et enfin il y a un crédit d'impôt qui permet également de financer des travaux d'adaptation. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, on n'a pas beaucoup de temps, mais chacun ces dispositifs en fait a des modalités de recours, de travaux qui peuvent être financés différents. Donc l'idée c'était donc bien de simplifier et de finalement permettre une augmentation très importante, une massification, si je reprends la communication du gouvernement, du nombre de logements adaptés. Ce crédit d'impôt, pour le coup, durera seulement 2 ans. Les deux premières aides Habiter Facile et Habitat et Cadre de Vie, en revanche, seront bien, comment dire, mises hors circuit au 31 décembre prochain, parce que MaPrimeAdapt doit être lancé au 1er janvier 2024. Merci. Les paramètres de l'aide, les grands paramètres de l'aide, ils apparaissent sur cette diapo.
Donc, il y a trois publics cibles principaux, qui sont donc les personnes à partir de l'âge de 70 ans sans condition de GIR. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 70 ans, tout Français pourra faire appel à MaPrimeAdapt sans qu'il y ait à prouver une perte d'autonomie quelconque dans une optique de prévention, je l'ai pas dit un peu plus tôt, mais le souhait de massifier le nombre de logements adaptés et de conserver les Français âgés à leur domicile plutôt que les conduire vers des EHPAD, des maisons de retraite. C'est bien, donc, ça rentre dans cette optique de prévention. Donc, dès 70 ans, sans notion de GIR. Et les personnes en situation de handicap également, sans condition d'âge pour le coup. Donc, quel que soit votre âge, si vous êtes handicapé, et alors là, on voit pas bien, j'ai l'impression sur la diapo, les astérisques, enfin plutôt les Oui, j'allais renvois te les dire zones de bas de page. pardon, pour le GIR, Oui, oui. justement, peut-être dire en deux mots ce que cela Alors oui, recouvre. c'est vrai, pardon, éventuellement, et probablement des néophytes. Le GIR, en fait, qui signifie donc groupe iso-ressources, c'est juste une manière de classifier l'autonomie de la personne ou la perte d'autonomie d'une personne en fonction d'une grille qui est utilisée par des professionnels de santé et qui vont évaluer en fait votre mobilité, votre capacité à réaliser tout un tas d'actions du quotidien. Et donc, sans condition de GIR, concrètement, ça veut dire que même en étant complètement valide, vous pourrez faire une demande de MaPrimeAdapt. Les personnes en situation de handicap, comme je le disais, donc sans condition d'âge, alors là, on le voit pas, j'ai l'impression, sur la diapo. C'est simplement la question des justificatifs. Et en l'occurrence, pour les personnes en situation de handicap, de toute façon, je pense qu'on le revoit un peu plus tard dans la présentation, Marie, mais c'est une perte un justificatif d'incapacité d'au moins 50%. Donc ça, c'est les critères qui ont été fixés. Mais en tout cas, c'est sans condition d'âge. Et enfin, le troisième public cible, c'est les personnes âgées de 60 à 69 ans. Donc finalement, la décennie avant cet âge pivot de 70 ans. Et là, il y a des conditions de GIR. Là, on le voit sur la diapo, c'est donc un GIR 1 à 6. Ça évoquera pas grand-chose pour un certain nombre d'entre vous, je suppose, dans la mesure où vous connaissez pas forcément les différents niveaux de GIR, mais ça englobe la totalité donc des niveaux de perte d'autonomie. J'ai mentionné donc c'était ouvert tout français à partir de 70 ans sans condition de perte d'autonomie, mais il y a les deux autres publics, mais il y a quand même une condition de ressources comme il est d'usage à l'ANA pour les aides à la pierre. En fait, on ne peut obtenir donc cette aide d'ImprimeAdapt qu'à partir du moment où vous avez un certain niveau de revenu, donc modeste ou très modeste. Le barème, il y a un renvoi au barème de l'ANA donc qui est disponible en ligne, hein, que vous pourrez voir, mais ça correspond à peu près aux 40% de la population les moins argentés. Enfin, les taux de subvention ont été réévalués par rapport aux aides actuelles. On finance 70% des travaux pour les ménages les moins bien dotés et 50% pour les ménages modestes avec un plafond de travaux à 22 000 euros. Et ça correspond donc, si on raisonne en termes d'aide et de montant que recevront les ménages, c'est environ 15 400 euros pour un ménage très modeste, donc les 20% de la population les moins favorisés, et 11 000 euros donc de maximum d'aide pour les ménages modestes. Le parcours usager, donc en fait, qui correspond à toutes les démarches qui doivent être effectuées par le ménage qui souhaite obtenir l'aide et entre le moment donc, où il prend connaissance de l'aide et son éligibilité à l'aide et le moment où les travaux sont réalisés et financés et payés plutôt, tout ce parcours a été revu pour être simplifié, je le disais un peu plus tôt, et raccourci. Ce sera l'Agence nationale de l'habitat qui sera donc l'opérateur unique de l'aide, qui versera donc MaPrimeAdapt pour éviter en fait d'avoir plusieurs opérateurs et toujours cette complexité qu'on essaie de repousser. La CNAV et la CNSA, donc la Caisse nationale de l'assurance vieillesse et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ont vocation en fait
informer le plus largement possible et à détecter les ménages qui pourraient avoir besoin de cette aide, toujours dans cette optique de prévention, afin de, si vous me permettez l'expression, afin de ratisser large et de favoriser une distribution d'aide la plus profonde possible. Je passe sur la réorientation, donc qui fait partie de ces missions de la CNAV et de la CNSA, éventuellement. Le diagnostic, alors deux choses qui sont nouvelles, c'est que par rapport, je pense, à l'aide actuelle qui est distribuée par l'ANA, donc l'habité facile, qui va disparaître au profit de MaPrimeAdapt, c'est l'accompagnement obligatoire par un assistant à maîtrise d'ouvrage, qui est donc un professionnel du bâtiment, qui va aider les ménages qui souhaitent faire une demande d'aide à faire la demande d'aide, mais aussi à réaliser un diagnostic du logement, donc de l'état de la situation avant travaux, et apporter des conseils sur ce qui doit être réalisé comme travaux pour le ménage. Et donc, les diagnostics et l'accompagnement sont obligatoires. Sur le calendrier, donc la plateforme d'information MPA elle a déjà été ouverte, c'est accessible sur le site France Rénov, qui est donc le service public de la rénovation de l'habitat, où vous trouvez en fait tout un tas d'aides et de conseils, d'informations sur la rénovation des logements au sens large, et la partie sur MaPrimeAdapt est sur la plateforme d'ores et déjà. Et l'aide à proprement parler est lancée le 1er janvier prochain, donc dans un mois et demi. Et pour ce qui est des chiffres, je pense qu'on va passer à la diapo suivante, parce qu'elle est, voilà, c'est repris ici. Aujourd'hui, on voit pour 2023, avec les aides existantes, on est sur un objectif. Alors, c'est un objectif de 40 000 logements. Et avec le dispositif MaPrimeAdapt qui va remplacer donc les aides existantes, on va pousser chaque année un peu plus, avec un budget qui passe donc de 240 millions d'euros à 350 millions d'euros par an. Il faut retenir qu'au total, hein, sur le quinquennat en cours, on part sur un budget d'1,5 milliard pour 250 000 logements adaptés en 5 ans. Donc voilà, donc une augmentation entre 2023 et donc cette année et la fin du quinquennat de 50% de logements adaptés en plus chaque année, et un budget également en hausse du même niveau. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade ou pas, avant qu'on passe aux modalités plus précises, plus détaillées du fonctionnement des MPA. Ou on prend les Je questions, pense non, on qu'on prendra les questions à la fin, je crois, hein, c'est ça? Oui, je pense qu'on est tous très impatients de savoir concrètement comment cela va fonctionner. C'est Ah, Marie très qui bien, prend alors je vous la laisse avec suite, c'est Marie. ça? C'est moi qui vais prendre le relais. Je vais essayer d'être très synthétique car il y a beaucoup de slides. Alors, le périmètre de MaPrimeAdapt, je ne vais pas revenir dessus, étant donné que Florent l'a bien expliqué. Donc, les personnes de plus de 70 ans sans condition de GIR, 60 à 69 ans, GIR 1 à 6, et les personnes en situation de handicap avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% ou avec la PCH. Dans le parcours MaPrimeAdapt, on met vraiment en avant en fait le point de contact qu'on a au niveau de l'ANA, qui sont les ECFR, qui sont un point de contact qui permet à l'usager de pouvoir réfléchir sur son projet, que ce soit un projet de rénovation énergétique ou que ce soit un projet d'autonomie ou que ce soit des problématiques liées à la LHI, donc à l'habitat indigne. Donc vraiment, tout ce qui va concerner la prévention, l'information sur MPA, et la réflexion sur un projet avant de démarrer le parcours MPA, on a vraiment à cœur que ce soit les espaces conseils France Rénov qui soient le socle de cela. Le parcours. Alors, ce qui est le plus important, donc ce que je disais, c'est que la première étape, même si ce n'est pas une étape qui est obligatoire, c'est vraiment l'espace conseil. C'est vraiment là où l'usager va pouvoir venir chercher de l'information, de la réflexion. Ensuite, il y a tout ce qui va concerner vérifier l'éligibilité de la personne. Donc, soit ça peut être fait à l'espace conseil si jamais la personne veut faire un dossier papier, ou si jamais la personne veut faire un dossier numérique, ben, dès l'instant où la personne va être sur la plateforme, en fait, elle pourra vérifier si elle est éligible ou pas à l'aide, donc avec les critères qu'on a vus un peu plus haut. Dans le cadre de MaPrimeAdapt, l'accompagnement est obligatoire par un AMO.
Donc, un assistant à maîtrise d'ouvrage qui est vraiment la personne qui va accompagner le ménage de bout en bout de son parcours. Donc, l'AMO a la responsabilité de faire le diagnostic logement autonomie. Dans ce diagnostic logement autonomie, en fait, il va se concentrer certes sur les problématiques liées à l'autonomie du logement et les préconisations de travaux qu'il peut réaliser dans ce cadre-là. Mais si jamais l'AMO repère des difficultés annexes qui ne sont pas directement liées aux problématiques liées à l'autonomie, comme par exemple une passoire énergétique. Voilà, on ne va pas venir refaire la salle de bain et laisser la personne dans un logement classé G, bah, ou des problématiques liées à l'isolement, des problématiques peut-être un peu plus médico-sociaux. En fait, c'est quand même la responsabilité de l'AMO de faire un accompagnement à la réorientation. Donc, ce n'est pas l'AMO qui va faire à la place de l'usager, mais qui va donner à l'usager les informations lui permettant d'aller chercher les aides adéquates, que ce soit au niveau LHI, donc habitat indigne, si jamais c'est le cas, au niveau de la rénovation énergétique, si jamais il y a des problèmes de rénovation énergétique, ou au niveau, je ne sais pas, d'aides spécifiques à la caisse de retraite, par exemple. Une fois que le diagnostic logement autonomie est posé, l'AMO va accompagner l'usager sur tout ce qui va être réalisation de devis, recherche d'artisans, tout ce qui va être cette partie un peu ingénierie financière. Et une fois que tout cela a été posé dans un plan de financement, bien sûr, ils vont pouvoir envoyer le dossier de demande de subvention au niveau de l'ANA. Si le dossier est accepté, ou plutôt lorsqu'il sera accepté, ils pourront commencer leurs travaux. Pareil, l'AMO va accompagner l'usager tout au long de son parcours concernant les travaux. Et une fois que les travaux sont réalisés, ils pourront faire le dépôt de demande de solde et donc après avoir le versement de la subvention. Alors, je vais passer assez rapidement. C'est sur le rôle de l'AMO. Donc, vraiment, l'AMO est notre tiers de confiance. Il doit accompagner, informer, conseiller l'usager. L'AMO ne fait pas à la place de l'usager. Clairement, celui qui est responsable de son dossier, c'est l'usager. Mais l'AMO est vraiment là pour sécuriser tant l'usager, parce que c'est pas, c'est pas facile d'accepter des travaux qui peuvent être conséquents chez soi. Mais il est aussi là pour sécuriser le dossier afin d'être sûr qu'on ait des dossiers qui soient complets avant envoi à l'instruction. Et au niveau de l'ANA, c'est pas n'importe qui peut être AMO, c'est pas n'importe qui peut être accompagnateur, c'est que les personnes qui sont soit agréées au titre du CCH, soit habilitées au titre de l'ANA, donc au titre de l'autonomie en ce qui concerne la procédure ANA. On a mis un petit mot sur les MAR, donc mon accompagnateur Rénov', étant donné qu'il y a un agrément spécifique pour les personnes qui font de l'accompagnement dans le cadre des travaux de rénovation énergétique. Une structure qui est habilitée MAR ne pourra pas faire d'accompagnement dans le cadre de MaPrimeAdapt', donc dans le cadre de l'autonomie, à moins d'être agréé au niveau du CCH ou au niveau de l'habilitation autonomie ANA. En ce qui concerne les travaux finançables, donc on a quelques exemples de travaux, de tout ce qui peut être réalisable. Donc pareil, je ne vais pas rentrer dedans pour pas trop faire perdre de temps, mais tout ce qui va être installation d'une douche de plein pied, création d'une rampe, création d'une pièce supplémentaire, vraiment, il faut garder en tête qu'on est dans une liste de travaux dites ouvertes, dans le sens où les problématiques liées à l'autonomie ou au handicap sont tellement larges que même si des travaux qui ont été préconisés par l'AMO dans le cadre du diagnostic logement autonomie ou par un ergothérapeute dans le cadre d'un rapport d'ergothérapie, s'ils ne sont pas dans la liste de travaux finançables, on ne va pas forcément les refuser en disant désolé, on n'a pas pensé à votre handicap, donc on ne prend pas en charge. On va vraiment essayer de s'adapter à l'usager, aux problématiques liées à l'usager. Et effectivement, si jamais je ne sais pas, dans le cadre d'un usager qui a des problèmes qui nécessitent d'avoir un logement capitonné ou une chambre capitonnée parce que c'est lié à son handicap, on va prendre en charge. On va pas juste dire non, on n'y a pas pensé et on s'arrête là. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que dans le cadre de MaPrimeAdapt', tout ce qui concerne les travaux induits sont inclus. Donc, si jamais pour refaire, par exemple, la douche de plein pied, on doit détruire du carrelage ou toucher à l'électricité, on va intégrer dans ce qui va être pris en charge par l'ANA les travaux liés au carrelage ou à l'électricité en disant, en actant que ce ne sont pas des travaux directement liés à l'autonomie, mais qui en découlent. Donc forcément, on ne va pas les exclure. On va prendre aussi tout ce qui va être, comme je le disais, travaux
travaux dérogatoires. Donc, si les travaux ne sont pas dans la liste, mais qui sont dans le diagnostic logement, dans le rapport d'ergothérapie et qui sont liés à la problématique de l'usager, par exemple une problématique au niveau du handicap, on va aussi prendre en charge. Et ce qui ne sera vraiment pas pris en charge, c'est tous les travaux qui ne sont pas attachés au bâti. Donc vraiment, par exemple, une barre de douche qui est juste ventousée et qui n'est pas vissée ne sera pas pris en charge parce qu'on veut vraiment que les travaux demeurent, si je peux dire ça comme ça, et tout ce qui va être travaux qui entraînent un abonnement. Donc tout ce qui va être vidéophone connecté, où il faut avoir une entreprise qui va gérer par derrière tout ce qui va entraîner un abonnement pour l'usager, donc un coût financier, ne sera pas pris en charge. Au niveau de MPA, on a 3 niveaux d'accompagnement. Donc, un accompagnement socle, un accompagnement complet et un accompagnement complet avec ergothérapeute. Donc, l'accompagnement socle, c'est vraiment le fait que l'AMO va réaliser le diagnostic. Il va faire la vérification des dossiers avant on voit que ce soit le solde ou que ce soit la demande de suble. Et l'accompagnement complet, c'est vraiment l'AMO va faire toutes les étapes du parcours avec l'usager. On l'a pensé comme ça parce qu'actuellement, dans le cadre d'habiter facile, l'accompagnement n'est pas obligatoire. Et donc, vu qu'il n'est pas obligatoire, on ne voulait pas euh, imposer à chaque usager le même niveau d'accompagnement, si je peux dire ça comme ça, mais on voulait quand même sécuriser l'instruction et aussi sécuriser l'accompagnement si jamais l'usager pouvait avoir des questions, même si ce n'est pas des questions très lourdes. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même mis un niveau minimum d'accompagnement qui est l'accompagnement socle. Et l'accompagnement complet avec ergothérapeute, c'est dans les cas de fragilité. Par exemple, un usager qui va avoir plus de 80 ans et qui est tombé récemment chez lui, qui a été hospitalisé, qui a perdu de l'autonomie à la suite de cette hospitalisation. Pour nous, c'est une fragilité qui nécessite un regard peut-être plus accru que celui que peut apporter l'AMO dans ce cadre précis-là de dossier. Et pour cela, on va aller demander un rapport d'ergothérapie qui peut être financé dans le cadre de MaPrimeAdapt. Alors là, je vais passer très rapidement. En fait, on fait un petit rappel de tous les rôles qui peuvent intervenir dans le cadre de MaPrimeAdapt. Donc, un mandataire qui peut être librement choisi par l'usager, qui n'est pas réglementé au niveau de l'ANA. Donc, si jamais il veut choisir son boulanger, son voisin, son petit-fils, il peut. Un artisan qui, pareil, l'artisan est librement choisi par l'usager. Il n'y a pas de label autonomie pour l'instant dans le cadre MaPrimeAdapt. Donc, il choisit qui il veut, même si on compte sur l'AMO qui est le tiers de confiance pour pouvoir aider l'usager dans le choix de ses artisans, par exemple, afin de ne pas se retrouver avec des malfaçons ou des artisans qui seraient malheureusement véreux, même si ce n'est pas le cas de beaucoup. Et ce qu'on a mis là, en fait, c'est ce que je disais plus haut, un rappel de qui peut faire l'accompagnement. Donc, dans le cadre de MaPrimeAdapt, c'est seul un AMO qui est agréé ou habilité au titre de l'ANA qui peut faire l'accompagnement autonomie. Et on a mis en parallèle mon accompagnateur Rénov qui, lui, est un accompagnement mais lié que à la rénovation énergétique. Très rapidement, c'est pour rappeler que la visite à domicile se fait au domicile, pas en visio, ce n'est pas possible. Et ce qu'on rappelle aussi, c'est que lors de cette visite, l'objectif, c'est que l'AMO puisse prendre en compte l'ensemble des besoins des personnes qui interviennent auprès de l'usager. Donc, si l'usager est accompagné par un aidant, si l'usager est, que ce soit un aidant professionnel, aide-soignante ou un aidant familial, si jamais il y a besoin de prendre en compte les besoins de cet aidant-là et que ça puisse faciliter son travail au quotidien et que les travaux qu'on va préconiser peuvent faciliter son travail au quotidien, on va l'entendre et on va le prendre en compte. Ce que je disais tantôt, c'est que dans le parcours MaPrimeAdapt n'est pas que numérique, donc le dossier papier demeure et on a mis une slide pour dire dans quel cas le dossier papier est accepté. Donc bien sûr, le dossier papier est accepté dans le cadre où l'usager a bien pensé à quand même solliciter un AMO afin de réaliser le diagnostic logement autonome. Pareil, une slide pour rappeler que dans le cadre de MaPrimeAdapt, les demandes d'avance et d'acompte sont possibles. Donc, si jamais un usager est en fragilité économique, on va dire ça comme ça, et qu'il a besoin d'une avance ou d'un acompte, une fois que 25% des travaux ont été réalisés, il pourra en faire la demande auprès de l'ANA. Je suis assez rapide. Dans l'écosystème, ce qu'on met en avant, c'est que le rôle des France Services
qui jusqu'à présent n'intervenaient pas forcément au niveau des aides autonomie. On a vraiment voulu mettre en lien ce travail avec les France Services dans tout ce qui concerne la déconnexion numérique et surtout la création d'adresses mail. Si jamais un usager veut faire son parcours, pas en papier, mais en numérique, il aura forcément besoin d'une adresse mail. Et ce qui nous a été remonté, c'est que certains usagers n'ont pas forcément d'adresse mail ou n'ont pas forcément les connaissances et les étapes pour pouvoir créer cette adresse mail-là. Et c'est pour ça qu'on sollicite et on compte sur l'appui des collègues de France Service afin d'accompagner à la création de cette adresse mail-là quand c'est nécessaire, de communiquer aussi sur l'existence de l'aide MPA et de pouvoir euh, orienter les personnes qu'ils vont rencontrer, qui nécessitent et qui ont besoin d'adaptation au logement, soit vers un ECFR, si le projet n'est pas encore établi et que la personne a besoin encore de réflexion et de réfléchir surtout sur ce projet-là, soit vers un AMO, si la personne est déjà dans une démarche de réaliser ses travaux d'autonomie. Cette slide-là remet juste en avant les différentes étapes, enfin les différentes parties qu'il y a dans le diagnostic logement autonomie, donc tout ce qui va concerner les informations liées à l'usager, le caractéristique du logement, est-ce que c'est un propriétaire occupant, est-ce que c'est un locataire, le niveau d'autonomie, est-ce que c'est une personne qui est gérée, est-ce que c'est une personne qui est en situation de handicap, comment la personne a connu MPA, donc est entrée dans la procédure, est-ce qu'elle a été envoyée par, par un France Service, est-ce que ça vient d'un ECFR, est-ce que c'est du bouche à oreille, tout ce qui va être le plan de financement, les travaux préconisés et si possible, mais ce n'est pas obligatoire, tout ce qui peut relever de la situation économique si jamais il y a une fragilité au niveau financier. Et ce qu'on met à droite, c'est tout ce qui concerne la réorientation. Comme je le disais, le but de l'AMO, c'est certes les travaux d'autonomie, mais s'il arrive dans un logement et qu'il y a d'autres problématiques qu'il ne pourra pas forcément traiter pour tous, mais sur lequel il pourra donner des informations et faire des réorientations, c'est son rôle de le faire. Donc tout ce qui va concerner, par exemple, l'isolement, syndrome de Diogène, difficultés dans la réalisation des gestes au quotidien, c'est quand même son rôle de pouvoir les repérer et d'aider l'usager à être accompagné sur ces problématiques-là. Donc pareil, là, c'est une slide qui reparle de la réorientation. Donc ça fait écho avec ce qui a été dit plus tôt. Avant de laisser la main à Florent, juste pour dire on a préparé des ressources à disposition des différents partenaires, que ce soit France Service, ECFR, qui peuvent aider à comprendre l'aide et surtout à parler de l'aide. Donc, vous avez la brochure de communication usagée, donc qu'on va voir juste en dessous. Tout ce qui est kit de communication digitale, donc avec le logo, avec le slogan MaPrimeAdapt, si jamais il y a besoin de mettre sur les différents sites des partenaires. Tout ce qui concerne un kit usager, mais là peut-être plus à destination des AMO pour savoir comment je vais m'adresser à une personne fragile, que ce soit une personne âgée ou une personne en situation d'handicap. Et ce que vous avez vu là comme présentation, donc le kit de présentation MPA, donc ce support-là, avec un peu plus de slides, car là on l'a fait de manière très, très synthétique. Et là, c'est notre fabuleuse brochure qui sera bientôt disponible et qu'on pourra partager largement aux partenaires. Et je laisse Florent faire la synthèse. J'ai essayé de répondre à une question dans le chat. Oui, pour la synthèse, bon, on a essayé de faire une présentation déjà assez synthétique et plus rapide que d'habitude. Mais non, ce qu'il faut retenir, c'est que cette nouvelle aide de MaPrimeAdapt, elle remplace toutes les aides existantes à partir du 1er janvier prochain, le 1er janvier 2024. On l'a pas mentionné, mais en métropole comme en outre-mer, parce qu'aujourd'hui, l'aide l'aide de l'ANA qui va être remplacée n'existe pas, n'est pas disponible en outre-mer. L'aide bénéficie donc à la fois aux locataires et aux propriétaires occupants. C'est quelque chose qu'on n'avait pas mentionné plus tôt. Et si vous êtes locataire, vous pouvez faire une demande d'aide MaPrimeAdapt. Il suffit d'obtenir l'accord de votre propriétaire. Toujours donc avec les mêmes conditions, à partir de 70 ans, sans condition de perte d'autonomie, et toujours dans cette optique de prévenir les chutes et prévenir les premières pertes d'autonomie. Et les autres publics étant les personnes qui connaissent déjà des premières pertes d'autonomie entre 60 et 69 ans et les personnes en situation de handicap. Je ne reviens pas forcément sur les justificatifs nécessaires. Ils sont indiqués dans les notes de bas de page et toujours ces taux de subvention
plus élevé que ce qu'il y a aujourd'hui, donc 70% pour les ménages les plus modestes et 50% pour les ménages modestes. Et enfin, comme l'a rappelé et martelé Marie, l'accompagnement par l'AMO est obligatoire. Et donc, dans ce qui est je sais pas si on passe sur les annexes ou je vois qu'il reste une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes pour les Non, je pense questions. qu'on peut laisser les annexes, ça sera dans le support si jamais il y a Voilà. besoin. Oui, Florent, je vous propose plutôt de revenir sur les questions pour lesquelles vous avez déjà répondu par écrit. Et merci beaucoup pour cette réactivité, mais je pense qu'il est important qu'on y revienne peut-être Mhm. pour celles et ceux qui n'auraient pas pris le temps de lire ces réponses. La première, peut-être revenir sur la question du coût, euh, à savoir est-ce que cette prestation est gratuite? Est-ce que c'est intégré dans les enveloppes éligibles aux subventions? Est-ce que vous pouvez l'un ou l'autre revenir sur ce point? Tu veux répondre, Marie? Oui, bien sûr. Alors, l'accompagnement n'est pas gratuit, mais il y a un forfait qui est donné dans le diffus. Donc, dans le diffus, un accompagnement socle sera à 300 sous réserve de validation de Bercy. Sera 350, un accompagnement complet à 600 et un accompagnement complet avec ergothérapeute à 800 euros. Il faut vraiment garder en tête que c'est que dans le diffus. Dans les opérations programmées, l'accompagnement, là, est pris en charge à 100%. Donc, opération programmée, OPA RU, OPA, on va dire sous toutes leurs formes. C'est bien Oui, ça? Il y a justement des questions par rapport à l'existence, enfin à la préexistence de ce type d'opération, comment ça s'articule, opérateur, est-ce que c'est celui qui est déjà en place qui prend la suite et la casquette de l'instruction MaPrimeAdapt ou pas, enfin de l'AIMO, dites-nous tout. Alors oui, oui, dans le cadre des conventions qui lient les collectivités qui seraient couvertes par une OPA ou par un PIG, et ce sont les AMO qui sont désignés dans le cadre de ces opérations qui distribueront MaPrimeAdapt et qui seront donc les seuls AMO disponibles pour les ménages. Et sachant qu'aujourd'hui, hein, c'est un chiffre qu'on n'a pas mentionné, mais 70% des aides habitées faciles, hein, donc l'aide qui précède MaPrimeAdapt et qui doit être supprimée au 31 décembre prochain, 70% de ces aides sont versées dans le cadre de d'OPA. Donc, ce qui signifie que la grande majorité, enfin plus des deux tiers des ménages aujourd'hui sont accompagnés gratuitement. D'accord. Donc, de ce point de vue-là, pas grand-chose ne change. Euh, Oui, Très on bien. table sur des niveaux équivalents, bien sûr, pour MPA. Vous l'avez déjà évoqué, répondu à l'écrit et évoqué cela à l'oral. Les propriétaires bailleurs ne sont pas éligibles, mais pardon, les locataires, je vais y arriver, peuvent tout à fait faire une demande sous réserve que le bailleur est OK. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Euh, oui, alors c'est un peu changé. Maintenant, le locataire n'a pas besoin d'avoir l'accord explicite de son bailleur. Dès l'instant où il a informé son bailleur et que le bailleur ne s'est pas opposé ou n'a pas donné de réponse dans les 2 mois, il peut engager ses travaux. Et en ce qui concerne les aides autonomie, il y a une aide autonomie pour les bailleurs. Donc ce n'est pas MaPrimeAdapt, mais pour les bailleurs au niveau de l'ANA, qui est aussi mobilisable et qui peut peut-être répondre aux besoins. Et son petit nom à cette aide? Ben, les aides pour les bailleurs liés à l'autonomie. Il n'est pas encore de nom spécifique, mais on va s'y pencher. Il n'y a pas d'opération de communication sur ça. Pas encore d'opération de communication dessus. Mais juste pour revenir sur l'accord du bailleur si vous êtes locataire. Alors effectivement, je n'ai pas précisé, ça reste bien un accord, sauf que cet accord peut être tacite. S'il n'y a pas de réponse sous 2 mois, dans ce cas, le locataire pourra effectuer les travaux. Mais cependant, si le bailleur peut quand même s'opposer à ces travaux, hein, voilà, s'il s'oppose dans ce délai de 2 mois. Hmm. Eh bien, est-ce que vous aviez des compléments, Marie ou Florent, avant de laisser peut-être Monsieur le maire réagir à cette présentation? Alors, je vois qu'il y a des questions supplémentaires. Est-ce que la règle de préférence de l'opérateur du dispositif OPA fonctionne aussi pour l'évolution attendue au 1er janvier 2024 de MaPrimeRénov' travaux d'économie d'énergie? Alors là, ça sort un peu de notre champ. Et c'est surtout qu'il y a énormément d'évolutions sur MaPrimeRénov'. Franchement, je ne saurais pas vous dire, enfin, je ne saurais pas répondre à cette question aujourd'hui. Euh, Notamment parce qu'en plus, tout ce qui est conventionnement dans le cadre d'opérations programmées est aussi en train d'être revu par l'ANA. Il y a beaucoup de changements à l'ANA, est en pleine, c'est un grand ménage sur un certain nombre
de Donc, manière fonctionnelle. simplification, j'ai cru Et comprendre. oui, bien sûr, de simplification. Pour vous la faire courte, l'ANA, il y a quelques années, avait un budget qui était quasiment 10 fois inférieur à ce qu'elle gère aujourd'hui comme budget. Donc, c'est pas du tout la même échelle et il y a beaucoup de leviers de simplification, oui, pour aider l'ANA en fait, Mm. comment dire, parvenir à distribuer, à C'est remplir ses bien. missions sereinement. Oui, tout à fait, comme sur les petites copropriétés aussi. Merci. Monsieur le maire. Oui, bah écoutez, merci en tout cas pour cette présentation intéressante. On était un petit peu en train de débriefer avec Sylvie Brunon et avec Agathe. Euh, Nous, on croit beaucoup effectivement à cette notion de l'interlocuteur unique. C'est important et qu'il puisse accompagner dans la globalité. Pourtant, il faut faire attention que d'une part, cet interlocuteur et cette obligation de l'AMO repousse des personnes à faire des dossiers. On est en train d'évoquer entre nous le fait de rénover une baignoire. S'il faut passer par un AMO, ça peut être compliqué, en tout cas dissuasif. Et puis que quand on est dans un secteur un peu difficile, certes, ces 70%, c'est très bien, mais comment on accompagne les 30% restants? Et en parallèle de ce que j'ai noté, la fracture numérique ne se résume pas à créer une adresse mail pour la personne qui est loin du numérique, c'est comment on l'accompagne dans la démarche. Alors nous, on le fait sur une démarche globale, donc ça va, mais à la fois, on voit l'intérêt de regrouper comme ça parce que c'est intéressant, mais il faudra qu'on fasse attention de ne pas laisser sur le bord de la route tout un tas de personnes qui auraient, j'allais dire, des petits chantiers de rénovation et l'obligation de passer par un AMO. Alors nous, on en a un dans le cadre d'une OPH, mais il ne faudrait pas non plus que ça sature notre opérateur Mm. petit dossier à ce niveau-là sur lequel il faudrait, entre guillemets, son aval. Voilà ma réaction à chaud de votre présentation. Je ne sais pas si ça peut peut-être répondre un peu. Alors actuellement sur Habiter Facile, l'AMO n'est pas obligatoire, mais il est utilisé dans plus de 90% des dossiers. Donc sur cela, en tout cas, il n'y aura pas de grands changements. L'AMO justement est là pour sécuriser. Comme vous le disiez si bien, la fracture numérique n'est pas que l'adresse mail. Et c'est pour ça que tant qu'on n'a pas encore l'AMO qui accompagne, ben, pour pouvoir créer l'adresse mail, il faut effectivement faire appel aux collègues de France Service, mais dès l'instant où l'AMO est présent, effectivement, c'est lui qui va accompagner l'usager tout au long de son parcours. Si c'est en papier, pas de souci. Et si c'est en numérique, bah, il est là justement pour aider l'usager dans ses problématiques peut-être liées au numérique et de pouvoir l'accompagner dans cela pendant tout le temps du parcours MPA. Et effectivement, en termes de travaux, le pourquoi on veut aussi un regard de l'AMO, c'est que on ne veut pas avoir un effet d'appel que sur la salle de bain ou que sur une pièce. On veut vraiment pouvoir le plus possible avoir un regard global sur les travaux d'autonomie afin de pouvoir prendre l'ensemble des travaux qu'on peut préconiser, même si ça appartient à l'usager d'accepter ou pas. Mm. Après, effectivement, l'usager qui souhaite faire que des travaux au niveau d'une pièce, on ne va pas le contraindre outre mesure. Donc, il sera toujours en possibilité de pouvoir faire des travaux limités, si je peux dire ça comme ça, s'il ne souhaite pas suivre l'ensemble des préconisations euh, Mm. de son diagnostic. Si Mm. si vous me permettez, juste pour réagir 30 secondes, Mm. euh, certes, il faut avoir une vue globale sur l'aménagement des travaux, mais ça s'inscrit dans la durée. On Hum, doit aussi accompagner les personnes qui, des fois, peuvent rester dans leur logement avec pas grand-chose comme aménagement. Et puis, un clin d'œil, parce que je suis aussi président d'une interco de 56 000 habitants. La Maison France Service, c'est aussi nous qui la finançons avec les moyens humains. hum. Donc, il ne faut pas trop charger les Maisons France Service parce qu'après, il faut qu'on puisse suivre, nous, en termes de ressources humaines et de financement. Mais c'était une petite boutade. Très bien, je laisse mes collègues qui conventionnent avec les France Service gérer celui-ci, mais je prends note. Merci. Pour compléter aussi, pour les ces fameux petits dossiers dont on voudrait pas donc priver les ménages, d'abord, je ne sais pas si on l'a précisé, Marie, tout à l'heure, mais il y a un montant minimum hein, de travaux pour pouvoir engager un dossier à ma prime date, c'est bien 1 000 euros. Oui, c'est ça. Voilà, donc toujours dans cette logique de pouvoir faire un minimum de travaux et pour aussi éviter certains effets d'aubaine, parce qu'on sait bien que certaines entreprises vont pousser pour financer je sais pas, moi, par exemple,
dans la domotique, la question s'était posée d'éviter que des effets d'aubaine aboutissent à des petits travaux de domotique qui n'ont pas d'influence réelle sur ensuite la perte d'autonomie enfin, qui pourrait Mm. arriver. Donc c'est pour ça que les petits dossiers seront toujours, comment dire, financés, mais à partir d'au moins 1 000 euros. Je regarde un peu les notes que j'avais prises hein, pour vous répondre, monsieur le maire. Euh, et accompagner les 30% restants lors des OPA. Oui, on ne l'a pas mentionné, mais il y a toujours comment dire, des cofinancements qui sont possibles si on a souhaité, s'il y a un souhait très fort de simplifier au niveau national. Pour autant, on n'a pas vocation à remplacer un certain nombre de cofinancements locaux ou d'ailleurs avec certaines caisses de retraite qui peuvent ponctuellement financer les, ces dossiers MaPrimeAdapt. Donc c'est aussi tout l'enjeu. On a fait un certain nombre de concertations pour embarquer les collectivités pour que qu'on arrive à jointer ces différents financements, mais en restant ben, dans la mesure du possible assez simple. Et ah oui, sur la question des salles de bain, c'est aussi la raison pour laquelle. Désolé, hein, j'ai peut-être un peu l'esprit d'escalier, Je mais vais sur le nombre terminer là-dessus. il y a eu des études qui ont été faites sur le sujet, sur les chutes, où est-ce qu'elles ont le plus lieu dans les logements. Et en fait, la salle de bain, c'est 20 ou 25% je sais plus si c'est 20 ou 25%, mais c'est pas la Mm. majorité des chutes. Donc c'est la raison pour laquelle aussi les projets on a souhaité accompagner des projets de plus grande envergure pour qu'il y ait d'autres travaux qui soient effectués, tout en gardant à l'esprit, ça nous a été beaucoup remonté lors des concertations, que dans un certain nombre de cas, des aides techniques peuvent suffire. Et ça fait écho un peu à ce qu'on disait sur comment dire, l'implication de la CNAF, par exemple, la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et la bonne articulation entre MPA et ces entités pour à la fois faire des travaux et, si c'est nécessaire, simplement complémenter par des aides techniques plutôt que vouloir voilà, faire des travaux pharaoniques qui pourraient être évités simplement par des aides techniques qui supplémentent des travaux. Voilà. Merci beaucoup, Florent. Merci, Marie. Merci, Monsieur le maire. Je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Je crois quand même vous avez collectivement bien brossé le panorama de cette aide et montré cet effort de simplification, de lisibilité aussi et d'accompagnement qui est offert par l'ANA. Merci vraiment à nos trois intervenants du jour. Nous renouvelons l'exercice de décryptage, non, pardon, des clés pour agir. Comment être accompagné dans la rénovation énergétique des logements demain à 14 heures, avec notamment la parole de la communauté de communes Plateau de Caux en Seine-Maritime. Et puis, nous nous retrouvons également pour un rendez-vous lundi prochain à 14 heures pour les PVD et les actions cœur de ville ultramarines. Merci encore une nouvelle fois à nos intervenants. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée.